L'heure du mystère, une émission de Germaine Beaumont. Ce soir, le cerf lève le change de Bernard Latour. J'ai commencé par le bois du côté des étangs de Courcy et je suis redescendu par la lancée des Trois Chênes. Et alors là, juste au-dessus des taillis de Saint-Robert, je suis à peu près sûr que j'ai rembouché une harde avec dedans un 10 courgeonnements. J'ai examiné les portées sur les jeunes êtres qui sont là, et je crois point me tromper. Voilà que ça recommence. À chaque fois, c'est la même chose. On perd un quart d'heure avec un jargon que personne ne comprend. Moi, je comprends. Ah, bien. J'ai même trouvé les fumées. Elles étaient bien reliées et hantées et légèrement dorées. De mieux en mieux. Oh, mais taisez-vous donc, c'est très important de savoir comment étaient les fientes du cerf. Après, j'ai fait la pyramide de Vosciennes. Et là, j'ai connaissance d'une troisième tête. Mais aux abattures, je crois pouvoir dire que la voie est doublée sans que je m'en explique bien la raison. Car j'ai pas eu le temps de faire les devants de maquette avec mon limier. C'est juste un peu sur la droite de la mare au grognon, avant la voie de chemin de fer. C'est peut-être à cause de celle-ci que la voie est doublée. Ce n'est plus une chasse à courre, c'est un exposé ferroviaire. Vous avez compris cette fois? Parfaitement. Il y a un cerf de 4 ans qui est entre la mare et la ligne de chemin de fer. Mais il est revenu sur ses pas. Et c'est pour cela que sa voie, et pas celle du train, ne confondez pas, est doublée. Il n'y a plus qu'à attendre l'oracle. Mais qu'il se dépêche, il fait froid. Oh. Si vous n'aimez pas le grand air en plein hiver, il faut aller au cinéma, mais surtout pas chasser à court. Je crois que le troisième tête avec la voie doublée est un peu risqué. Qu'en pensez-vous? C'est mon sentiment aussi. Alors on va attaquer le décorgeonnement. Rendez-vous à la lisière de la forêt, juste au début de l'allée du Fenoin. Ce sera plus facile pour amener les chiens. Après on verra où on découpe. Et allez donc. Au moins 2 kilomètres à cheval inutilement avant de vraiment commencer à chasser. La préparation et l'attente font aussi partie du plaisir. Vous êtes vraiment mordu. Oui. Nom de Dieu, faut que ça recommence comme la dernière fois. Vous avez encore un invité qui s'est pas monté à cheval et qui va suivre en voiture, s'il peut. Oui, c'est un homme d'affaires bruxellois avec lequel je traite en ce moment des marchés importants. Vous pouviez pas l'inviter seulement au repas que vous donnez après la chasse? On va encore avoir 116 débris de moteur. Il va se précipiter d'une allée à l'autre. Et un de ces jours, je vous préviens, il aura un chien d'écrasé. Il est vrai que ça ferait peut-être votre affaire, ça en fera un de moins à nourrir. Si je l'ai invité à suivre la meute, j'ai mes raisons. Il possède dans les Ardennes une chasse au fusil, Moi, j'appelle ça un abattoir. à laquelle il m'invite 3 fois par an pour une journée entière. Je veux lui rendre l'appareil. Mais entre la chasse à courre et la chasse au fusil, il n'y a pas de pareil. Vous n'avez rien à lui rendre du tout. Ce sont mes affaires et pas les vôtres. Ça va être très agréable. Vous savez, le chauffage, il marche bien dans votre Jeep et vous avez fait mettre la radio. J'entends le programme Wallon comme si j'y étais. C'est foutre. C'est un joli petit endroit, mais chez nous, on goudronnerait tout de suite les routes. Ça serait moins chaotique pour accéder. Alors comme ça, vous allez rester toute la journée à cheval par un froid pareil. Il vous faut du courage, vous savez. C'est quand même mieux de chasser le sanglier à l'affût dans un endroit abrité avec des rabatteurs, non? Mais sauvage. Ce qui est mieux, c'est la chasse au canard dans une hutte avec une couverture chauffante et une bonne bouteille de Niro. Dans votre bureau, peut-être. Ben, mon bureau à Bruxelles est très bien chauffé. Je n'ai pas besoin de couverture chauffante, vous savez. Il est grand temps d'attaquer. Les voilà! Je veux dire aux valets de chiens d'attaquer la bibaude. Qu'est-ce que c'est que ça, la pliebaude? Ça rime avec ribaude. Mais ça veut dire qu'on va séparer l'animal de la harde avant de lâcher les chiens. Voilà, là, chez nous en Belgique, quand on chasse les sangliers, plus il y en a ensemble, et plus on est content, vous savez, parce que moins on risque d'avoir des coups qui se perdent. À quelle heure vous pensez l'attraper, votre cerf? Mais il n'est pas du tout sûr qu'on l'attrape. Comment ça? Il arrive très souvent qu'on arrête la chasse à la nuit tombante alors que le cerf court encore. Ah, c'est parce que, vous savez, on doit parler à peine. C'est pour ça que je suis venu. Que je vous ai obligé à venir. Il y a une nuance. Nous en parlerons quand ça me plaira d'en parler. Ah, si vous le prenez comme ça... Mes chers amis, je vous présente Monsieur Jules Bonamy de Bruxelles. Un excellent ami comme son nom l'indique d'ailleurs. Toujours le mot pour rire, hein, est-il drôle? On ne croirait jamais qu'il est dans les affaires comme moi. Hein?
Mon cher bon ami, vous connaissez Solange, mon épouse? Nous sommes vus tout à l'heure à l'auberge. Monsieur François Norbrun, avocat, bouton de l'équipage depuis cette saison. Qu'est-ce que c'est que ça, Bouton? Ça vous démange, monsieur? Non, ça veut dire qu'il fait partie de l'équipage. Ah bon, drôle d'expression. Enchanté. Mademoiselle de Verteuil. Monsieur? Une véritable Diane chasseresse qui monte toujours en Amazone, comme la duchesse d'Uzès. Mes hommages, mademoiselle, vous ne tombez jamais comme ça, les deux jambes d'un seul côté. Hein? Ça doit pas être facile pour se tenir sur la selle. Ça m'arrive, mais c'est rare. Monsieur Louis Kaiser, industriel, bouton également. Allez, monsieur, je vous demande pas cette fois si ça vous démange. J'aurais l'air ridicule. Je suis ravi de vous connaître. Moi de même, monsieur. Où sont les autres? Ils arrivent au trot. Bah, tant pis pour eux s'ils arrivent trop tard. Ils suivront aux sonneries. Vous attendez encore du monde? Ouais. L'équipage comprend une vingtaine de membres. Regardez! La harde traverse l'allée. Elle décantonne vers Barzy. Oui, ça s'annonce bien. Le décorchenement est détourné. Oh, il est beau! Oh, il est beau! Où allez-vous? Ne me quittez pas! Hein? Me voilà seul. C'est que je vais m'ennuyer. Mais pourquoi Ursan a-t-il voulu qu'on règle notre affaire ici? Après tout, ce n'est pas une mauvaise idée. Vain Dieu, ça va être bien commencé. Hé, la moniteur! Hé, la Julius! Hé, la Kébir! Hé, hé! Les beaux! Qu'est-ce qui se passe? Ben, le décourgement d'abord fui franchement, puis voilà qu'il a tout pillé en cherchant à lever le change. Il y est arrivé. Il a fait mettre debout un jeune cerf d'après des foulées, il l'a livré aux chiens. Le Finot et Cardinal s'en sont aperçus et ils ont vite empêché les autres d'emprunter la voie. En attendant, je remeute. Ben, c'est pas grave, on est qu'en début de meute à mort. Ah, bien sûr, mais faudrait pas que les chiens se refroidissent. À propos, eh bien que ce sont les vieux qui sont les plus droits dans la voie. Vous n'avez pas changé d'avis à leur sujet? Non, et je n'en changerai pas. Mais en affaires, mes décisions sont définitives. Et regardez ça, le Finot et le Cardinal, comment qu'ils travaillent leurs défauts. Il n'y a jamais eu de chien aussi requérant. Oh, mais bon! Voyez-le si avant! Vous avez pris ça qu'une affaire, vous? L'entretien d'une meute, c'est une affaire comme les autres. Même plus difficile que les autres. Parce que de toute façon, elle ne rapportera jamais rien. La chasse à course, c'est comme une religion. Ça ne s'estime pas en quantité d'argent ni de plaisir, mais c'est du sacré. Tant pis pour ceux qui sont trop bêtes pour le comprendre. Cardinal, Finot, voyez-le si avant! Ah, mais bon! Que se passe-t-il? C'est le change? Oui, vous avez trouvé juste. Le décorchenement a livré un 4e tête. Incident habituel, sans gravité. La ramée est ennuyée, il craint que les chiens ne se refroidissent. Vous avez vu les autres? Aucune nouvelle de ceux qui étaient en retard quand on a découplé. Il nous a semblé que votre épouse et François Norbert avaient des difficultés pour franchir le rue aux Ardelles. Ben forcément. Autrefois, on entraînait les chevaux à franchir les gués. Il n'y avait pas un seul cheval de chasse qui ait peur de l'eau. Mais maintenant... Ah, voilà le Cardinal qui prend le vent. Cardinal, voyez-le si avant, Cardinal! Ah, c'est clair! La voie est retrouvée! Bon Dieu! La brave bête! Allez, sonnez bien, allez! Et si on reconnaissent la sonnerie, le poivron, tous ces empotés qui savent même pour monter à cheval. Allez, ça va, mes mots! Allez, ça Ça va, mes beaux! La meute est toujours aussi belle, la ramée. C'est grâce à vous. Ah, vous êtes trop bonne, mademoiselle. Depuis 15 ans que je vous connais, rien n'a changé. Ni vous, ni les chiens, Ni quoi, mademoiselle? ni les cerfs. Ah, hélas, mademoiselle, les chiens, les cerfs, la ramée, tout vieillit. Fait son temps, passe, meurt et finit par être remplacé. Allez là, mes beaux! Je voudrais pas que la meute soit trop allongée. On est tout près de la route de Villetard. Sûr que le décourgement va la franchir et aller se cantonner dans la haute Mélusine. Nom de Dieu! Il y en a un qui est en train de m'écraser mes chiens. Mais qu'est-ce que vous foutez là, bon Dieu? Allez, je suis bien content de vous avoir retrouvé. C'est par hasard, vous savez. Moi, j'étais complètement perdu dans votre forêt. Heureusement que la Jeep est bien chauffée et qu'il y a Radio Namur avec un bon programme de disques. Il n'y a que vos chiens qui sont gênants. On est obligé d'être prudent, roulant, vous savez. Enfin, on vous retrouve.
Vous avez pu franchir le gué? Oui. Vous avez vu Pierre? Non. Ni Monsieur Norbrun. Pourquoi dites-vous cela? Pour rien. De mon côté, je ne sais pas ce qu'est devenu Monsieur Kaiser. Pourquoi dites-vous cela? Pour rien. Allez, allez, petites mesdames, si vous êtes fatiguées, je me ferai un plaisir de vous ramener à l'auberge, dans la Jeep. Jules Bonamy vous invite à prendre un grog bien chaud. Ça vous fera du bien. Vous êtes fatiguée, Solange? Pas du tout, Jeanne, et vous? Pas du tout. Merci, Monsieur Bonamy. Merci. Ne me laissez pas seul, ne me laissez pas seul. C'est bien ce que j'avais pensé. Il s'est dit qu'il nous mettrait en défaut dans les temps de Mortemer. Je viens de faire le tour à pied par les marais. Il n'y a point d'abatture. Je suis sûr qu'il est en train de se raser dans une bouillée de jonc. Il doit voir que les naseaux qui sortent de l'eau. Ça peut durer longtemps. Ça permettra aux autres de rejoindre. Tiens, c'est vrai. Il n'y a que vous qui êtes là, madame. Je vais sonner le ballot. S'ils entendent, ça leur donnera une indication pour nous rejoindre. Remarquez, j'ai bon espoir, toute la meute est rassemblée. Il n'y a qu'une chose qui m'ennuie. Laquelle, la ramée? La nuit va bientôt tomber, mademoiselle. Enfin, je vous retrouve. J'ai entendu la sonnerie. Vous n'avez pas vu Madame Heursan? Elle était avec nous il y a une demi-heure environ, quand nous avons croisé la route de Villetard. N'est-ce pas, la ramée? Oui. Nous avons galopé de concert pendant un bout de chemin, puis je me suis retournée en arrivant à l'étang, et elle ne me suivait plus. Mais vous-même, vous l'avez perdue de vue il y a longtemps? Oui, c'est au moment de la traversée des Ronciers après le premier défaut. J'ai préféré faire le tour plutôt que de risquer de déchirer ma tenue. Si vous chassez pour l'élégance, vous ferez mieux de rester aux Champs-Élysées. Et Monsieur Kaiser? A disparu depuis assez longtemps. Allez, hop, les bons, les bons, les bons! La nuit commence à tomber. Va falloir sonner la retraite. Si dans 20 minutes au plus, c'est pas les abois dans le marais, c'est fini. Monsieur Heursan doit être du côté des roseaux. Il va revenir et nous dire ce qu'il en est. Ça fait plus d'une heure que je l'ai perdu de vue aussi. Je sais pas ce qu'il fait. C'est pas dans ses habitudes. Comme maître d'équipage, il est toujours avec moi. Je ne comprends pas. Je vais encore sonner le ballot. Les chiens sont toujours en défaut. Je suis pourtant bien certain que l'animal est là quelque part dans les joncs. Allez, mais bon. Ah, j'ai eu du mal à vous rejoindre. Avec le vent, je n'arrivais pas par moment à discerner exactement d'où provenait la trompe. Vous avez eu des ennuis? Oui, avec les sangles de la selle. Et il a fallu que je mette pied à terre. J'ai perdu beaucoup de temps à faire un bricolage de fortune avec un bout de corde. Allez, Cardinal Pinot, regardez-moi ça, nom de Dieu. Ils ont remis debout le cerf. Il prend vers l'étoile de la reine. Je suis bien certain qu'il va déboucher. Allez, mais bon. Tout juste comme j'avais prévu. Tenez, je vous ai amené là parce qu'on peut observer toute l'orée du bois. Le voilà qui débûche. Oui, c'est pas une vilaine bête.
Il va prendre par la plaine de Coucy et rembûcher dans le bois des vilains. Et maintenant, c'est trop tard. La nuit est là. Faut que j'arrête mes chiens. Faites excuse. Vite-là. On le suit? Évidemment. Hurlette, 6 mois, Hurlette, pauvre Dieu de monde. C'est curieux que M. Hersan ne soit pas là, vous ne trouvez pas? Oui, son épouse aussi est absente. Je n'imagine pas qu'ils aient quitté la chasse ensemble pour filer le parfait amour dans les buissons par ce froid. Nous allons sonner une retraite manquée. À la saison impérative dans la bonne moyenne, nous prenons le cerf 1 fois sur 3. Regardez qui arrive là-bas. C'est Monsieur Bonami. Il sera tout de même parvenu à suivre la chasse. Allez, j'aurais jamais pensé que vous étiez capable de faire tant de chemin à cheval. Hein. Ils sont costauds, vos canassons. Quand même pas tant que les nôtres, parce que j'ai appris à l'école que les chevaux ardennais étaient les seuls qui avaient résisté pendant la campagne de Russie, hein, de Napoléon. Oui, mais les chevaux des Ardennes françaises. Et pourquoi donc seulement des Ardennes françaises? Est-ce que vous croiriez par hasard que les chevaux des Ardennes belges sont inférieurs aux chevaux des Ardennes françaises? Oh, j'ai pas voulu dire ça. J'espère bien, parce que nous autres Wallons, les francophones à part entière, vous savez, hein, pour les hommes comme pour les chevaux. Vous avez rencontré le reste de l'équipage? Non, j'ai vu personne. Mais depuis que je vous ai quitté sur la route de Villetard, je suis repassé à l'auberge et j'ai appris que tout le monde s'était rendu au moulin de la Galiote. Ils ont estimé qu'ils ne pourraient pas rejoindre la chasse et qu'il faisait trop froid. C'est même là que je me rendais quand je vous ai vu là, juste à la lisière du bois, malgré le crépuscule une fois. C'est quand même pratique, vos habits rouges. Mais c'est bien pour cela que nous nous habillons de couleurs voyantes. C'est pour pouvoir être retrouvés plus facilement si nous sommes blessés. Ah, moi, j'avais toujours cru que c'était du cinéma. Il y a 6 chiens de perdus. Ils vont se réclamer parce que c'est des genoux. Demain, je ferai le bois, je les retrouverai. Et M. Hersan n'est toujours pas là? Mais non. Ah, il a certainement eu un ennui avec son cheval parce que jamais je ne l'ai vu absent quand on sonnait la lalie ou la retraite. Et sa femme aussi est en retard. Ben, c'est pas non plus dans ses habitudes. Ben, vous savez, moi, je sais où est le reste de l'équipage. Hein. Ouais, où donc? Ouais, au moulin de la Galiote, tiens. On m'étonne pas. De mon temps, on n'aurait jamais appelé ça des chasseurs, mais des pince-fesses. Ah, ce qu'il y a de bien, c'est que par des temps pareils, il se forlonge encore plus des chiens que le cerf lui-même. Allez, en route. Rendez-vous au Chenil pour ceux qui s'intéressent. On verra si les chiens n'ont point trop d'aggravés au pied. Qu'est-ce qu'il a voulu dire avec les pince-fesses qui se forlongent? Rien de ce que vous pensez. Simplement que les chasseurs d'opérette s'éloignent de la chasse et se retrouvent dans une auberge jusqu'au soir. Oh. Vous pouvez aller les rejoindre si ça vous fait plaisir. Première route à droite et troisième à gauche jusqu'au carrefour du pont. Le moulin de la Galiote est juste en contrebas. Oh, non, je vous rejoins au Chenil, adorable créature, Amazone de mes rêves. Ben, en fin de compte, ce dit courgement, il s'est bien fort paysé. Il nous a entraînés d'un bout à l'autre de la forêt pour finalement déboucher. Ah! Regardez-moi ça, Mariette. Elle est un peu blessée à la jointure. Ben, forcément, tous ces chiens sont genoux. Ils n'ont pas l'habitude et ils s'entre-hardent. L'expérience leur viendra. Tout doux, mes beaux. La nuit va arriver. Je reviens de l'auberge, aucune nouvelle de Madame Hersan. Il faudrait faire quelque chose. On peut attendre encore un peu. Qu'est-ce que vous en pensez, l'armée? À mon avis, il n'y a point de temps de perdu. J'en ai vu des chasses où un cavalier qui s'était perdu ou qui avait des ennuis avec son cheval n'est point rentré avant minuit, 1h du matin. Ben, si vous êtes inquiet, vous pouvez toujours aller faire un tour en voiture. Écoutez, rien coupa. Je reconnais, c'est Falstaff, le cheval de Madame Hersan. Il boite. Solange, c'est vous? Oui, Rien de grave. je ne pense pas. Falstaff est blessé. J'ai préféré le ramener à pied, mais je n'ai pas l'impression que ce soit important. Faites-moi voir. Ah, voyons, c'est peut-être pas grave, voyons alors. Voyons. Une déchirure. En haut du pâturon, près du boulet de l'antérieur droit. Bon, c'est rien du tout, ça. Pas besoin de faire venir le vétérinaire pour ça. Je vais lui mettre de la pommade et un bandage. Comment s'est terminée la chasse? J'ai dû sonner la retraite. Le dit courgement a débouché dans la plaine de Coucy, juste comme la nuit tombait.
Qu'est-ce qu'a dit mon mari? Je sais pas, vu qu'il était pas là. Il n'était pas là à la retraite? Vous êtes surprise comme moi, mais c'est pas dans ses habitudes. Et maintenant, où est-il? On l'attend toujours. Mais il faut faire quelque chose, un accident a dû lui arriver. Mais vous inquiétez pas, voyons, il y a des cavaliers qui rentrent avec retard pour une raison ou une autre. Voyez vous-même, ce soir. Oui, vous avez raison. Voyons. Mais je ne suis quand même pas tranquille. Je vais soigner tout de suite Falstaff, les chiens attendront. Allez, tranquille, Falstaff, oui ou non? Voilà. Nom de Dieu, c'est la Jeep et le pas de danser. Alors, j'ai été arrêté par des paysans qui avaient pu attraper ce cheval-là. Il galopait tout seul dans la campagne et il a fini par entrer dans une pâture clôturée. Ils m'ont dit qu'il appartenait à l'équipage. Alors je l'ai attaché derrière la Jeep et je vous le ramène au pas. C'est le cheval de Monsieur Ursan. Le cheval n'a rien. Oui, je suis chargé de l'enquête. Le médecin d'ici a refusé le permis d'inhumer et bien lui en a pris. Le légiste a confirmé. La blessure au front, malgré le morceau de branche qui se trouvait dedans, est due à un instrument contondant lisse, mais taillé en épieu. Ce qui n'est pas le cas de la dite branche. Et alors? Eh bien, crime camouflé. Rien que ça. Avant d'interroger les personnes qui ont participé à la chasse, je voudrais vous demander quelques renseignements sur la chasse à courre en général et sur votre équipage en particulier. Il n'y a rien de secret, mais qu'est-ce que vous voulez savoir? À qui appartiennent les chiens et les chevaux? À la victime, monsieur Ursan? Les choses sont bien plus compliquées que ça. Il n'y a plus de propriétaire unique. Ça revient bien trop cher. Il y a des actionnaires. Oui, combien? Je sais pas au juste, mais 25, quoi. Combien paye-t-il? 6 000 francs par an, rien que pour l'entretien de la meute et pour le droit de chasser dans la forêt domaniale. Quels autres frais encore? L'achat et l'entretien du cheval. Ça va chercher dans les combien? Un bon cheval de chasse, ça n'a pas de prix. Disons qu'à partir de 5 000 francs, on peut commencer à en avoir un. Pour la pension avec le vétérinaire et le maréchal Ferrand, ça va chercher dans les 400 francs par mois. Et la tenue? Ouais, pour ça va pas chercher loin. Le prix d'un bon costume par un bon faiseur, quoi. Eh ben, en somme, ça n'est pas réservé aux économiquement faibles. Et la chasse à courre n'a jamais été faite pour eux, ou alors ils ont qu'à être piqueux comme moi. Ouais. Monsieur Orsan était bien le maître d'équipage. Ah oui, forcément. Sans lui, il n'y aurait plus de chasse. Les écuries et les chenilles ainsi que toutes les dépendances lui appartiennent. Il tenait ça de famille? Mais pas du tout. Autrefois, c'était la propriété de monsieur le comte de Murcie. Ah. Quand monsieur Ursan a-t-il racheté? À la mort de monsieur le comte, il y a 5 ans. Vous étiez déjà au service de monsieur de Burcy? Mon père était premier piqueux de l'équipage et j'ai pris sa succession. D'abord dans le Vautray. Qu'est-ce que c'est ça, le Vautray? C'est la chasse au sanglier. Ouais. Et vous êtes resté au service de monsieur Ursan? Oui, un premier piqueux. Ça se trouve pas comme ça. Dites-moi, quel genre d'homme était monsieur Ursan? Le genre moderne qui gagne de l'argent et qui n'a pas une minute à perdre. Mais mordu pour la chasse à courre, ça oui, alors. Et comme sa femme d'ailleurs. Mais il mélangeait quand même la chasse et les affaires. Il avait été toujours des gens auxquels il voulait faire plaisir, avec lesquels il voulait discuter loin de Paris. Quel genre d'affaires? Des histoires d'affrètement de bateaux, je suis pas trop au courant. Moi, j'ai jamais cherché à l'aide d'ailleurs. Comment se déroule une chasse à courre? Mais ça s'explique pas, il faut en vivre plusieurs pour commencer à comprendre. Oui, mais moi je n'ai pas le temps. Mon métier ne me le permet pas et je dois mener cette enquête sans délai. Le matin, au lever du soleil, le valet de limier fait le bois et cherche les fumées, les foulées... C'est-à-dire? Les fientes et les empreintes de pas qui permettent de savoir où il y a un animal et comment il est. Puis vers midi, c'est le rapport. On dit au maître d'équipage ce qu'on a vu et on attaque selon la décision qu'il prend. Oui, alors donc à chaque fois, c'est monsieur Ursan qui prenait la décision de l'endroit où se déroulerait la chasse à courre. De l'endroit où elle commencerait, oui, mais parce que là où le cerf va aller, personne ne peut le dire. Tout le monde reste ensemble pendant la chasse? Pour ça, non. Ah bon? Vous ne vous attendez pas les uns les autres? Non, mais vous imaginez que le cerf, il nous attend? Une fois que c'est parti, chacun pour soi.
S'il fallait qu'on s'occupe des cavaliers, moi j'ai assez à m'occuper de mes chiens comme ça. Alors donc, vous êtes dispersés d'un bout à l'autre de la chasse. Et vous ne vous rejoignez jamais. Mais si, quand les chiens sont en défaut. C'est-à-dire? Mais quand ils cherchent le sentiment pour retrouver la voie. Excusez-moi, je ne comprends pas. Quand ils cherchent l'odeur pour retrouver le chemin qu'a pris le cerf. Bien. Alors, venons-en à la chasse d'aujourd'hui. En fonction de ce que vous venez de me dire, comment s'est-elle plus spécialement déroulée? Il y a évidemment que M. Hersan, je l'ai plus vu presque aussitôt après le premier change. C'est-à-dire? Après 1 heure de chasse environ, quand le cerf a fait lever d'autres animaux et que les chiens ont cherché la voie. Ça ne vous a pas semblé bizarre? En fin de journée, si, un peu. Vous n'avez rien fait pour le retrouver? Mais je vous l'ai dit une fois que la chasse est partie, chacun pour soi. Bien. Et les autres cavaliers? Il paraît que la plupart étaient au moulin de la Galiote à cause du froid. Faut pas trop demander à des citadins. Oui, mais quels sont ceux qui ont suivi la chasse? Au départ, la femme de M. Hersan... Oui, comment est-elle? Ah, belle, jeune, jolie, bien plus jeune que son mari, bonne cavalière et bonne chasseresse. Rien de spécial à me dire sur elle? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je m'occupe pas des affaires des gens, moi. J'ai assez à m'occuper des miennes et de celles de mes chiens. Si vous imaginez que leurs affaires sont moins compliquées que les nôtres... Non, qui encore au départ de la chasse? Monsieur François Normand. Sa profession? Je crois qu'il est avocat. Quel genre d'homme? Mais je m'y connais en chien et en chevaux, pas en homme. Je peux pas vous dire, moi. J'ai pas fait d'études pour être... comment qu'il s'appelle ça maintenant? Psychologue. Oui, enfin, vous pensez bien quelque chose de lui. Je pense que je lui ai appris à monter à cheval. Là, êtes content? Madame Ursan, Monsieur Norbrun ont suivi d'un bout à l'autre la chasse. Écoutez bien. Moi, en chasse, je m'occupe que de mes chiens, de mon cheval et du cerf. Alors de me poser point de questions sur ce que les uns ou les autres ont fait, s'ils étaient là à ce moment-là et pas là à un autre moment. Je ne sais qu'une chose. Monsieur Ursan a disparu après le premier change et Madame Ursan est rentrée tard avec un cheval blessé. C'est l'heure de la mouée pour les chiens et je voudrais bien... Et les chiens attendront. Qui encore au départ de la chasse? Mademoiselle de Verteuil. Son prénom? Jeanne. Qui est-elle? La descendante des Verteuil, de l'authentique noblesse de notre province. Je la connais depuis toujours. Je pourrais presque dire que je l'ai vue naître. Elle n'est pas mariée? Non. À notre époque, une fille qui n'a pas de situation et de fortune personnelle, elle a beau porter un nom à particules... Je ne comprends pas. Non, je ne comprends pas. Vous m'avez donné tout à l'heure quelques chiffres. Pour faire partie de l'équipage, il faut être à l'aise. Alors, vous me dites que mademoiselle de Verteuil est pauvre. Elle a un peu de revenus, elle entretient son cheval elle-même. Il reste les 6 000 francs par an. Qui les verse à sa place? Mais j'ai jamais été dans les comptes de l'équipage. Bien. Je finirai par le savoir. Bon. Qui encore au départ de la chasse? Monsieur Louis Kayser, un industriel. Je sais rien de plus sur lui. C'est tout? C'est tout. J'ai entendu parler d'un Belge. Oui. Un invité de Monsieur Ursan, comme il y en a beaucoup, sans intérêt. Première fois que vous le voyez? Première fois. Rien d'autre à me dire? Réfléchissez bien. Rien d'autre, c'est tout réfléchi. Écoutez, mes chiens ils réclament tant qu'ils peuvent, ils ont faim, les pauvres. Bon, allez leur donner la soupe. On dit la mouée. La soupe, c'est pour les hommes. Et vous avez retrouvé ce morceau de bois? Non. J'imagine mal que nous le retrouvions. Il a pu être jeté ensuite en Dieu sait quel endroit de la forêt. Une seule chose est certaine. Le crime a été commis par quelqu'un qui connaît bien la forêt. À cet endroit, le sol est dur et sec. Les traces de pas et les fers des chevaux ne laissent aucune empreinte. C'est peut-être un rôdeur surpris. Non, il faudrait vraiment qu'il ait beaucoup à se reprocher. Ou la police à ses trousses, par le froid qu'il faisait le jour de la chasse. Non, et puis, tuer à coups d'épieu un homme sur un cheval n'est pas à la portée de tout le monde. Non, a priori, je n'y crois guère. Alors,
Bon, alors j'ai un certain nombre de questions à poser à tous ceux qui ont participé à la dernière chasse de M. Orsan. Bien. Qu'avez-vous fait pendant cette chasse? J'ai suivi à peu près normalement jusqu'au premier change. J'étais alors avec M. Orsan et la ramée. Et les autres cavaliers? Autant que je me souvienne, M. Louis Kayser nous a rejoints presque aussitôt. Madame Orsan et M. Norbrun n'étaient pas là. Ils s'étaient égarés? On a su ensuite que le cheval de Madame Orsan avait refusé de franchir le rue. C'est une bête qui n'est pas assez entraînée. La ramée m'a dit qu'en chasse à court, chacun accomplissait la chasse pour lui. Il ne se souciait pas de savoir si l'un ou l'autre pouvait suivre. C'est exact? Oui. On ne s'arrête que quand on voit un cavalier ou son cheval blessé. Bon, alors, pourquoi M. Norbrun attendait-il Madame Orsan? M. Norbrun est un galant homme. Bien. Après le premier... Comment dites-vous déjà? Change, hein? Oui. J'ai galopé un certain temps avec la ramée. Nous avons été arrêtés par M. Bonamy, qui a failli écraser des chiens sur la route de Villetard. Madame Orsan nous a rejoints. Avec M. Norbrun? Non, seul. Vous êtes sûr? Oui. Ah. M. Norbrun était alors moins galant homme. Quand M. Norbrun a-t-il rejoint la chasse? À l'étang de Mortemer. Bien. Alors, il se confirme donc que M. Orsan a été tué peu de temps après ce que vous appelez le premier change, puisque nul ne l'a revu ensuite. Et qu'à ce moment, chacun des chasseurs s'est trouvé à un titre ou à un autre, seul. Sauf peut-être le couple formé par Mme Orsan et M. Norbrun. Une question, mademoiselle. Comment payez-vous votre participation annuelle à l'équipage? Mais monsieur... Non, j'ai vérifié aux contributions directes vos déclarations de revenus pour les 5 années écoulées. J'admets que l'on fraude le fisc, mais tout de même... Monsieur Orsan savait qu'autrefois, le propriétaire de l'équipage, le comte de Burcy, n'invitait que mon père et moi à ses chasses. Monsieur Orsan a eu la gentillesse de maintenir cette invitation. D'autant que votre participation a été payée par un chèque de M. Kayser régulièrement chaque année. C'était une invitation payante. Comment savez-vous? Simple coup d'œil rapide sur le livre de compte de l'équipage. M. Orsan était un homme d'affaires. Tout était parfaitement en ordre dans ses chiffres. Je suis en très bon terme avec M. Kayser. C'est bien ce que je pensais. Alors, vous allez pouvoir me dire pourquoi M. Kayser avait tiré ses chèques sur une banque américaine libellée en dollars. J'ignorais. Mais M. Kayser, qui est industriel, a des intérêts dans des entreprises américaines. Oui, quel secteur? La chimie, les engrais, je crois. Quand M. Kayser doit-il venir ici? Je l'attends pour la prochaine chasse, mardi, si elle a lieu. M. Kayser a été arrêté par le FBI à sa descente d'avion hier soir à New York. Trafic de drogue. Je vous admire, monsieur, d'être aussi sportif. Un homme de robe comme vous, plus habitué à la chaleur des cabinets et au feu des prétoires qu'à la morsure du froid dans les forêts en plein hiver, chasser à court. La chasse est une passion. Et comme pour toute passion, les plaisirs surpassent de loin les inconvénients. Évidemment. Puis-je vous demander comment s'est déroulée pour vous la chasse fatale à M. Orsan? Bien sûr. Peu de temps après le début de l'attaque, j'ai vu Mme Orsan en difficulté avec son cheval Falstaff pour franchir le gué du rue des Ardelles. Je l'ai attendu et aidé. Nous avons galopé en direction des sonneries de trompe. Et à un moment donné, elle a franchi des ronciers. Moi, j'ai préféré faire le tour. Pourquoi? Pour ne pas blesser mon cheval ou me blesser moi-même. Finalement, je n'ai rejoint la chasse que très tard à l'étang de Mortemer. Et seul, parce qu'après avoir fait le tour des ronciers, je n'ai pas trouvé Mme Orsan qui avait pris les devants. Mais en somme, Mme Orsan a profité de votre courtoisie quand elle était en difficulté, mais ne vous a pas retourné l'appareil. C'est naturel. Sans doute. Quel type d'homme était pour vous, M. Orsan? Dynamique, entreprenant, le genre d'homme moderne qui réussit tout ce qu'il entreprend. Vous le connaissiez bien? Oui, j'ai été son avocat au moment du divorce avec sa première femme. Ah bon? Parlez-moi un peu de sa vie privée. Rien de bien exceptionnel. Il y a 6 ans, il fait connaissance de son actuelle épouse, coup de foudre. Il décide que la séparation d'avec sa femme précédente doit lui coûter tant de millions, pas un centime de plus. Il me prie de régler l'affaire dans la marge prévue. Voilà. Qu'est Solange Orsan? Une intrigante? C'est surtout une femme qui a souffert de la pauvreté dans son enfance.
Actuellement, elle prend une revanche sur la vie, ou croit la reprendre. Pourquoi dites-vous ça? 15 années de différence avec son époux. Bon, ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Vous aimez beaucoup monter à cheval et chasser? Mais oui, pourquoi cette question? Mais parce que vous êtes le seul à attendre un membre de l'équipage en difficulté. Parce qu'avant le plaisir du sportif et du chasseur, vous faites passer une prudence exemplaire, mais qui vous empêche de suivre normalement la chasse. Parce que le grand froid ne vous empêche pas d'allonger votre chemin. Je puis vous assurer que si je verse une participation annuelle à l'entretien de cet équipage, c'est uniquement pour le plaisir de chasser. Le soir de la chasse, alors que M. Orsan n'était pas de retour, et pour cause, et que Mme Orsan revenait à pied, ce que vous ignoriez, vous vous êtes rendu à l'auberge pour demander si quelqu'un avait des nouvelles. Oui. Vous aviez l'air très inquiet de la vie de toutes les personnes présentes. Et vous n'avez parlé que de Mme Orsan. Pourquoi? Un homme se débrouille toujours. Quelle est la nature exacte de vos relations avec Mme Orsan? Des relations de courtoisie. Pourquoi me posez-vous cette question? Pour rien. Vous avez des collaborateurs nombreux à votre cabinet pour pouvoir vous absenter ainsi en pleine semaine. Ma profession est ce qu'on appelle une profession libérale. J'organise mon temps comme je veux. Je travaille le dimanche. J'évite ainsi les routes embouteillées des week-ends. C'est très sage. Mais le tribunal, lui, ne siège pas le dimanche. Il siège les jours de semaine. En outre, je me suis renseigné. Vous ne saviez pas monter à cheval avant de connaître la nouvelle Madame Orsan. Vous avez appris ici. Le sport équestre et la chasse à courre n'étaient pas des vocations enracinées en vous dès l'enfance. La vérité, c'est que vous aimez Madame Orsan et que ce prétexte de chasse est pour vous le moyen de la retrouver 2 fois par semaine. Mais non! Si. Eh bien, puisque vous y tenez... Disons que j'ai pour Madame Orsan une certaine tendresse. C'est tout? Comment c'est tout? Vous ne trouvez pas que c'est beaucoup, au contraire? Si. Bien sûr. Mais quelle conclusion comptiez-vous apporter à cet amour... Non, pardon. À cette tendresse du vivant de M. Orsan? Mais... aucune. Ah. Amour platonique et souffrance cachée. Oui. Vous êtes très romantique. Ça aussi, c'est rare à notre époque. Mes félicitations. En somme, cette propriété avait été achetée peu de temps après votre mariage. Oui. Un cadeau dans votre corbeille de mariée, si je comprends bien. Car elle est à votre nom. Oui, j'avais toujours rêvé d'une belle et grande demeure dans mon enfance. Pourtant, le château est en très mauvais état. Le propriétaire précédent, le comte de Burcy, est mort ruiné. Il n'entretenait plus depuis des années. Mon mari allait prendre une décision pour faire raser la demeure, mais... Vous voyez, l'ancienne métairie est très belle et nous l'avons fait aménager très confortablement par un décorateur. Comment votre mari en est-il venu à conserver une meute et les traditions de chasse à courre dans cette région? Pour un homme d'affaires, c'est une dépense bien inutile. Après l'achat de la propriété, il a considéré qu'avec les chenils, les écuries et un piqueur de la valeur de la ramée, malgré son grand âge, il y avait là un capital qu'il serait bien stupide de laisser perdre. Il a racheté pour une bouchée de pain les 60 chiens de la meute et les 3 derniers chevaux du comte. Il a calculé qu'avec une vingtaine d'actionnaires, il pourrait entretenir et faire vivre le tout. Et il a pris un pari sur l'avenir. Petit à petit, il s'est passionné pour la chasse. Comme moi, d'ailleurs. Les actionnaires sont venus. Sur le plan des affaires, ou plutôt des repas d'affaires, les industriels avec lesquels mon mari traitait ont trouvé cela très original. Les invitations ont été recherchées. Bref, mon mari avait vu juste une fois de plus et avait gagné son pari. Parlons de cette chasse fatale. Pardonnez-moi de remuer ici des souvenirs douloureux. Je vous en prie. D'après les recoupements auxquels je me suis livré, après le premier échange, c'est-à-dire très approximativement à l'heure où votre mari a été assassiné, vous étiez seul en forêt. Monsieur Norbrun vous avait aidé à franchir le gué du ruisseau des Ardelles,
Puis, après un galop côte à côte en direction des sonneries de trompe, il vous a perdu de vue. Est-ce exact? Oui, Comment cela s'est-il produit? mais nous n'avons pas été d'accord à un moment donné sur la direction de la trompe. Il a pris une allée sur la gauche et continué tout droit. Dans les ronciers? Mais non, c'était une allée bien dégagée. Certain? Mais oui, bien sûr. Monsieur Norbrun m'a affirmé qu'il vous avait perdu de vue au moment où il a, par prudence, contourné un massif de ronciers que vous avez préféré traverser. Mais oui, il a raison. Je confondais avec un autre moment de la chasse. Vous allez me dire si je me trompe, mais j'ai le sentiment que Monsieur Norbrun était devenu un ami de votre mari, après avoir été uniquement l'avocat de son divorce. Oui, mais vous savez, mon mari n'était pas homme à se lier beaucoup d'amitié. Ouais. En tous les cas, c'est lui qui avait converti Monsieur Norbrun à la chasse à courre, puisque ce dernier a appris à monter à cheval ici, grâce à la ramée. Oui. N'est-ce point aussi un peu vous? Pourquoi dites-vous cela? Jouons franc jeu, voulez-vous? Monsieur Norbrun m'a avoué ce qu'il appelle la tendresse et moi l'amour qu'il vous porte. Et apparemment, vous ne dédaigniez pas de vous trouver seul avec lui, à l'écart, pendant les chasses. En somme, la raison sociale avec le mari plus âgé d'une quinzaine d'années et le plaisir avec un plus jeune. Je vous interdis. Ce n'est pas du tout ce que vous pensez. Nous avions décidé, François et moi, de refaire notre vie. Non. Vous aviez décidé de refaire votre vie. Car M. Norbrun est libre de toute attache. La mort de M. Ursan règle un problème qui ne pouvait être que douloureux et difficile à résoudre. Car d'après ce que je sais de votre mari, il n'était pas homme à accepter une transaction si elle ne lui plaisait pas. En attendant, je maintiens ce que je dis. Le mari pour la sécurité, l'amant pour le plaisir. Non, je suis une femme honnête. Mon mari était au courant de notre volonté de séparation. Je lui en avais parlé il y a quelques jours. Et alors? Il m'avait répondu qu'il aurait 2 mots avec François à la première occasion. Et la première occasion était pendant la chasse fatale à votre mari. Oui. Vous y voilà. Et c'est pour cela que vous vous êtes éloignés l'un de l'autre pendant la chasse, M. Norbrun et vous. Oui. Et ensuite? François m'a simplement dit que ça avait été terrible. Mais je suis sûre que François n'a pas tué. Sûre. J'aimerais partager votre certitude, madame. Donc, vous n'avez pas quitté votre voiture? Ben non, vous savez, avec le froid qui faisait dehors, on était mieux dans la Jeep, hein? Non, je vous pose cette question parce que l'endroit où M. Ursan a été tué est à environ 300 mètres d'un chemin carrossable. Alors, au cas où par hasard vous vous seriez trouvé sur ce chemin, vous auriez pu remarquer, je ne sais pas moi, un rôdeur par exemple. Vous savez, si j'avais rencontré quelqu'un, j'aurais été trop heureux de pouvoir engager la conversation. Alors donc, vous n'avez rencontré personne pendant tout l'après-midi? Absolument personne. Vous êtes un ami de M. Ursan? Oh oui, on a des affaires communes pour des navires qui arrivent à Anvers. Non. Vous êtes un ami ou une relation d'affaires? Avec Jules Bonami, quand les affaires marchent, l'amitié va pareil, vous savez. M. Ursan avait une raison bien spéciale de vous inviter aujourd'hui? Non, c'est une politesse qu'il me rendait parce que le mois dernier, je l'avais invité à la chasse aux nuisibles. Pardon? Au sanglier, si vous préférez. Dans la forêt, au-dessus de Bouillon. Parlons un peu de votre métier. J'ai appris que vous étiez transitaire. Je suppose que vous êtes installé à Anvers. Non, à Bruxelles. Ça m'étonne. Anvers est plus indiqué, non? Vous savez, Anvers, c'est tellement près de Bruxelles. Et puis je suis aussi transitaire pour le fret aérien. Ça, c'est Bruxelles. Ah bon? Le fret aérien aussi? Ah oui. Mais en l'occurrence, vous ne deviez pas travailler avec M. Ursan, car seul le domaine maritime semblait de son ressort. Oh oui. Pour lui, la mer toujours recommencer, comme l'a dit votre poète Prévert que j'ai appris à l'école. Vous avez des lettres, mais ce n'est pas de Prévert, c'est de Paul Valéry. Vous êtes sûr? Certain. De quel genre de fret vous occupez-vous plus spécialement? Des engrais, des voitures, des jutes. Ceci par mer, évidemment. Mais par avion? Des produits manufacturés, belges. Et des médicaments? Ah oui? Comment savez-vous? Parce que j'ai fait effectuer une enquête par mes collègues bruxellois.
Et ce que vous venez de me dire recoupe exactement ce qu'ils m'ont écrit. Oh, allez, ils sont vraiment très forts chez nous. J'ai jamais su qu'ils faisaient une enquête sur mon compte. Vous connaissez Monsieur Louis Kaiser? Oui, je l'ai rencontré lors de la dernière chasse. Mais auparavant, vous ne répondez pas? Qu'est-ce qui vous a écrit la police belge à ce sujet-là? La police belge ne m'a rien écrit. Mais la police américaine en a pris le soin. Louis Kaiser a été arrêté à New York à sa descente d'avion. Trafic de drogue. Qu'en dites-vous? Oui, je viens vous dire au revoir. Mon enquête est terminée. Vous savez qui c'est l'assassin? Évidemment. C'est une affaire de drogue. Un partage de bénéfices qui a mal tourné. L'assassin est Louis Kaiser, qui vient d'être arrêté aux États-Unis. Ah, ben ça alors. Monsieur Hersant dans la drogue, ben on aurait tout vu. Après tout, ça m'étonne pas. Il était trop riche. Dites donc, vous aurez vite fait pour découvrir le coupable. Eh oui, je ne suis pas mécontent de moi. Il y a juste une chose qui m'ennuie. Ouais. Pourriez peut-être m'aider. Ah, à quoi donc? Le manche de bois dur qui a servi au crime. N'avez aucune idée de l'endroit où il pourrait se trouver? Oh, allez on chercher. Le monde est bien vaste. Rien que la forêt, si vous voulez aller faire une quête dedans, ben, à votre bon plaisir. À votre avis, qu'est-ce qui va se passer pour les chasses si vous n'avez plus de maître d'équipage? Ah ben, j'en sais point trop. Ça s'arrangera d'une façon ou d'une autre. Hein. Une meute comme ça, avec une forêt pareille, ça peut point disparaître. De toute façon, il y a les boutons de l'équipage, hein. Ils sont point morts. Reste à savoir s'ils resteront membres la saison prochaine. Puis après tout, hein, vous avez déjà dépassé l'âge de la retraite. Mais pas de souci à vous faire. Oh, mais c'est que j'espère bien mourir à cheval et pas dans un lit, à l'hospice des vieux. Quel âge vous avez au fait? Ah ben, je suis né avec le siècle, j'ai 70 ans. Et vous êtes né ici? Vous m'avez dit que votre père était déjà un premier piqueur du comte de... Comment vous l'appelez déjà? Monsieur le comte de Burcy. Ah oui. Ah, j'ai commencé à suivre les chasses à l'âge de 8 ans sur un cheval. Oh, ça faisait des histoires avec l'instituteur, d'ailleurs. Ah bon? Pensez, il était trop content d'ennuyer monsieur le comte, qui avait le curé pour lui. Alors que lui, le maître d'école, il était laïque, socialiste et franc-maçon. Rien que ça. Et votre père? Ah ben, je l'ai point connu longtemps. Il est parti le 2 août 14 et il a été tué au début du mois de septembre pendant la bataille de la Marne, dans la côte de Fared, juste au-dessus de Meaux. Et c'est le comte qui vous a élevé? Oui, et en même temps que son fils, parce que il avait un fils qui avait le même âge que moi. Il était né le même jour, exactement ce qu'il faisait dire à monsieur le comte quand il était de bonne humeur et qui riait avec mon père que leur bougresse de liste de créputants de femmes, elles avaient frayé à la même heure. Si je comprends bien, vous avez remplacé votre père disparu dès que vous en avez su assez pour être piqueur. Oui, le fils de monsieur le comte et moi, on en a bavé dur pendant quelques hivers, hein, mais c'est ça qui forme un homme dès l'instant qu'il mange à sa faim. D'avoir froid et sommeil et des coups de pied dans le cul quand il le mérite. Après la mort du comte, c'est son fils qui lui a succédé. Oui, en 1932. Et vous êtes resté à son service. Ah, évidemment. Vous êtes marié? Ah non, j'ai pas eu le temps. Et le jeune comte? Ah ben pareil. Vous n'avez jamais quitté le pays? Ah ben si, en 39. Vous avez été prisonnier en Allemagne? Pas si bête. Les bochis m'avaient pris, enfin comme les autres. Mais une belle nuit, je te décantonne du coin où ils nous tenaient. Et puis de débûcher en rembûcher, de ballots pour traverser les rivières en accourure. Qu'est-ce que c'est ça? Eh ben des plaines avec des buissons. Ah. Et je me suis retrouvé en zone libre. Pas malin les bochers. J'ai tout de suite vu qu'ils perdraient la guerre. Qu'est-ce qui est devenu la meute pendant votre absence? Ah ben, monsieur le comte s'en est occupé. Il avait été réformé. Il boitait à la suite d'une chute de cheval avec triple fracture en 38. Mais dites-moi, sous l'occupation, pour arriver à nourrir tous ces chiens. Ah ben, c'est là que la ruine de monsieur le comte a commencé. Hey, il a refusé de tuer un seul chien. J'ai été les cacher au plus fort de la forêt. Mais il a fallu les nourrir pendant 4 ans. Et pour la première fois de ma vie, j'ai braconné. Mais il y avait 60 bêtes, ça suffisait pas.
Alors, monsieur le comte, il a vendu ses fermes les unes après les autres. À la Libération, il était presque complètement ruiné. Quand je pense qu'il a été attaqué dans les journaux de gauche à ce moment-là, comme l'image même du capitaliste parce qu'il chassait à court. Non, vous avez vu le château, dans quel état il est, hein? Et il est mort il y a 5 ans. Oui, des poumons. Un coup de froid en plein hiver. Et malgré tout le respect que j'avais pour lui, ça a été comme si je perdais mon frère. On en a fait des belles chasses ensemble. Pour en venir au meurtre de M. Ursan, vous n'avez vraiment aucune idée de l'endroit où pourrait se trouver le manche qui a servi à tuer? Je vous l'ai dit, mais aucune. Faut quand même être habile, hein, pour tailler un bâton en forme de pieu, vous ne trouvez pas? Des tas de gens sont capables. C'est pas sorcier. S'il fallait que ça pouvait entrer à Polytechnique... Oui, mais tout de même, hein. C'est du bois dur. D'après notre laboratoire, le bâton était taillé de façon très régulière et la paroi était très lisse. C'est pourquoi, d'ailleurs, le légiste ne s'est pas laissé prendre au camouflage de la blessure avec une branche d'arbre. Non, c'est un travail fait par un spécialiste. Je suis pas d'accord avec vous. Pour tailler dans le noyer, point besoin de s'y connaître. Comment savez-vous que c'était du noyer? Vous l'avez dit. Non, je n'ai parlé que de bois dur. Quel est votre véritable nom? Joseph Pirou. Joseph Pirou, dit Laramé, premier piqueur. Je vous arrête pour le meurtre de Pierre Ursan, maître d'équipage. Mais vous êtes fou. Enfin, vous n'avez pas le droit. C'est pas parce que je vous ai parlé de noyer. Joseph Pirou, dit Laramé. Quel est le cerf qui connaît le mieux sa forêt et les cantons avec les demeures sur sol sec et dur où le vol-soleil ne marque pas? Voilà que vous parlez notre vocabulaire, mais où vous l'avez donc appris? Répondez à mes questions. C'est déjà un dicours jeunement, mais c'est bien plutôt un grand dicours. C'est-à-dire qu'il faut de l'âge et de l'expérience. Joseph Pirou, dit Laramé. Quel est l'homme qui peut en tuer un autre à cheval d'un coup d'épieu en plein milieu du front, du premier geste pour que la victime n'ait pas le temps de crier et sans bavure, hein? Ne répondez pas. Là aussi, il faut de l'âge et de l'expérience. N'importe qui tuerait au revolver ou avec la dague que tout membre de l'équipage porte au côté. Seul un vieux veneur comme Laramé peut tuer à l'épieu. Laramé qui autrefois, quand il y avait encore un vautret, attaquait le sanglier aux abois à l'épieu pour épargner les chiens. Il n'y a que vous, Joseph Pirou, qui ayez pu commettre ce meurtre. Allez. Où est le manche? Je m'en suis servi le soir même pour chauffer la mouille des chiens. Je pensais bien qu'il avait été brûlé. Pourquoi ce meurtre? M. Ursan estimait qu'il y avait une vingtaine de chiens en trop. Il voulait que je tue au fusil les plus vieux, dont Cardinal et Finot, les deux limiers les plus requérants. Jamais on a tué un chien trop vieux avec M. le comte. Ils sont tous morts par accident ou de vieillesse. La chasse à courre, c'est fini pour moi. Mais moi aussi, j'aurais fait ce que j'aurais pu pour sauver la meute dans sa totalité. Mais avec vous de la police, j'ai là la lie que je mérite. Je suis plus qu'un vieux cerf qui a pas su lever le change. L'heure du mystère, une émission de Germaine Beaumont. Nous vous avons présenté ce soir Le cerf lève le change de Bernard Latour. Gabriel Gobin était Laramé, Raoul Guillet, commissaire Le Juste, Didier Conti, Monsieur Ursan, Dominique McAvoy, Solange Ursan, Bruno Balpe, Jules Bonamy, Philippe Moreau, François, Marie-Pascale Nessy, Jeanne, Jean Gras, Louis. Chef opérateur du son, Daniel Toursière. Collaboration technique, Bertrand Mestreau. Assistante, Marie-Laure Borg. Réalisation, Bernard Latour.